Ça va bien? Ça va bien? Bonjour. Ils adorent les caresses. Là, les porcs, ils adorent les caresses. Ah, celui-là, il est balèze. C'est un patron d'une grande simplicité. C'est un patron assez aimable. C'est un patron assez compréhensif. On peut dire que c'est un peu la famille en même temps. Parce que ici, il n'y a pas trop de protocole avec lui. A generous man and a very kind man. Qui sait se mettre à la place de l'employé et toujours à l'écoute. Tout se passe simplement. On s'exprime. Par moments, il est assez dur quand le travail attendu n'est pas fait comme il le veut. Mon rêve, c'est qu'un jour, quand vous entrez dans ce bâtiment, vous trouvez 600 porcs en train de brûler. J'espère y arriver. M. Apit, c'est un self-made man, je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Je suis un entrepreneur des travaux publics depuis des lustres. J'ai travaillé sur beaucoup de chantiers avec des entreprises Satom, Razel et quelques petits chantiers avec l'État, mais pas beaucoup. Mais très souvent, nous essayons de nous arrimer sur les gros projets. Par exemple, avec Satom, il y a la pénétrante ouest qu'on a réalisée en sous-traitance avec Satom. Et le deuxième pont sur le Vaury, où nous avons suffisamment intervenu. Et je peux vous dire d'ailleurs que c'est un peu de là qu'est venu mon investissement de la ferme. Malheureusement, après ça, on n'a pas pu continuer. Et maintenant, on a la chance d'avoir un autre projet qui est la pénétrante Est que nous réalisons avec l'entreprise McGill Construction et la société Mag Sarl. C'est là-dessus qu'est fondé tout ce que je peux faire, tout ce que j'ai pu avoir, tout ce que j'ai pu avoir, soutenir la famille, faire des investissements, envoyer les enfants à l'école, etc. Nous sommes ici au lieu dit Boissalo. C'est un quartier du village Bomono qui est lui-même un grand quartier d'Ibombari. Et ici, donc, à Boissalo, j'ai développé un espace ferme. À l'entrée de la ferme, on a un espace pause pour toute personne et véhicule qui veut accéder. Et n'accède dans cette zone que des gens qui sont obligés de venir, notamment les fermiers, les gens qui livrent les aliments et des techniciens pour intervenir en cas de besoin. Dans la ferme, on l'a bâtie sur pratiquement 1 hectare, 3000 mètres carrés, composé de 3 grands bâtiments pour volailles, c'est une capacité de 16 000 poulets d'élevage à chaque cycle. Et comme vous le voyez, il y a le bâtiment 1, le bâtiment A, le bâtiment B et le bâtiment C, qui sont des bâtiments d'élevage de volailles. À la suite de ces bâtiments, nous avons plus bas des bâtiments de port
Et nous sommes en train de développer aussi, je pourrais dire à un stade expérimental, une petite pisciculture qui est en contreface des bâtiments volailles. Et c'est un peu la composante globale de la ferme. Je vois vraiment les choses en grand parce que je souhaiterais passer de l'unité production à l'unité transformation, si les moyens suivent. Ça, c'est un bâtiment de 5000 poulets. Aujourd'hui, nous sommes en chauffage là, pour une quantité de 2000, alors que normalement on devait être à 5000. J'ai démarré un peu les travaux ici courant 2016. Les travaux sont, pour l'essentiel, sont terminés dans 2018 par là. Et depuis, je suis essoufflé, mais bon, j'essaye quand même, avec le peu d'argent que je reçois de gauche à droite, de pouvoir vraiment faire tourner la ferme comme j'avais pensé. Donc depuis 2018, vous imaginez, ces installations sont improductives. La zone que j'ai développée il n'y a pas longtemps, nous sommes en train de faire une pisciculture expérimentale. Actuellement, il y a les silures. J'ai réservé de l'espace au cas où ça marche pour développer d'autres types de poissons. Là, c'est des alevins qu'on venait de recevoir. Et il y a à peu près 1200 poissons là-dedans. Je souhaite passer des bacs au bassin proprement dit au sol. Il y a une dizaine de bacs parce que au fur et à mesure qu'ils grandissent, on les calibre et on les met dans d'autres bacs. Il nous faut 3 mois de l'alevin aux poissons consommables. 3 mois d'élevage. Et ensuite, on sort pour les distribuer. Une des caractéristiques des espaces comme ça, de la ferme, c'est d'être très, très exigeant en matière de propreté. Je pourrais dire déjà, il faut savoir choisir ses intrants, que ce soit en ce qui concerne la volaille, la bonne qualité, la bonne souche, savoir l'aliment qu'on leur donne, savoir bien conserver l'aliment, leur donner de l'eau propre, pas n'importe quelle eau, parce que comme c'est des animaux, ils peuvent boire n'importe quoi, c'est faux, leur donner de l'eau propre, les suivre avec un planning quotidien bien précis, c'est-à-dire, je dis quelque chose d'idiot, si vous décidez de les suivre tous les 2 heures, vous devez être là. Si c'est toutes les après, une fois, 2 fois par jour, tous les 2 fois par jour, vous devez être là. Il n'y a pas de jour férié, les animaux ne connaissent pas les jours fériés. Et dans le personnel, j'ai essayé, tant que faire se peut, de recruter du personnel des zones en difficulté aujourd'hui. Par exemple, le chef, il vient du nord-ouest, de Kumbo plus précisément. I've been as a veterinarian for 3 years now, so I have 3 years experience. Actually, this is my number 4. That is why I was called personally by Mr. Happy to come and take care and manage his farm. My specialty is veterinary and animal husbandry. So I make sure that everything goes well here. And I make sure that all the animals are in good health and the production goes continuously. As you can see, we already have automatic drinkers for our birds, but we are waiting now for the automatic feeders, because as for now, we are using the manual one. And with the automatic feeders, it will make things easy for my boys that are doing the manual labor here. The automatic feeders, how it functions is that we have a tank outside.
that contains a 1,000 liter of water. That can take a capacity of 1,000 liter of water. So it supplies the automatic drinkers with water constantly, and the automatic drinker, it regulates the water and makes sure that the birds, they have water 24/7. What I can say about our routine activity here is that the main thing is making sure that the birds are well taken good care of. As of now, we have behind me, we have our broilers that have already started going out for sale. This broiler here, we had 3,500 broilers in this hall. But this hall have the capacity to take 4,000 broilers. So for now, the broilers are already out, and these ones that are left here, they are just 35 days old. So we already have customers that are on their way to come and take them all out. Then we continue production. Also, we also have pigs here. So for the pigs here, all of them, the pigs here, what we do here is that we do production. For the pigs, we have females that we cross, in which we have already crossed all of them, we already saved all of them, and now they are out. Now we just wait for them now to farrow. So for the pigs there, we have 16 pigs, that is 16 sow, in which we have crossed all of them. And for the male, we have just one male, that we use it for the saving. For now, for the male, we are going to take the male out. That means we are going to move the male out because we want to go now into the modern system of production. That is, we are going to be doing artificial insemination. But for the routine activities for the pigs, it's just that we make sure that we cleanse the pig every morning, the pig pen, and make sure that everything there is clean, and also to avoid diseases and bacteria. That's why we have food bath in front of each of the halls. And for the pigs, we keep the females for further production, and for the males, we move them out for marketing. That is, we do fattening and we sell. For the layers, we have 2,000 layers as of now. So the 2,000 layer is just for starts, because in 6 months' time, we'll be adding more 4,000 layers that we are going to do the heating and the production, that is everything. The species of layers that we have here is Lehman Brown. Yes. So for now, they are just 1 month, 2 weeks old. We just started the fish. Actually, this is our number 4th batch. When I say 4th batch, this is our 4th batches of fish that we have produced here. And we have said, and actually it's doing extremely well. We are going to construct a fish pond that is having the capacity of taking at least 1,000 fingerlings of fish. Thus, we are going to construct 3 fish ponds in this very area. When you want to start work in this farm, at the Fermo de Barceló, I make sure that they always start first with the chicks, the newly arrived chicks. They start from there before they now go up to the broilers or to the layers. It is very important because I don't want them to carry like a sick or an illness or a virus from the broilers right back here to the chicks. So I always make sure that they start from here before they now go back up there to work with the broilers. And as you can see, we have put water and we have put drugs inside the water. What I've just administered to them right now is anti-stress to calm them, because when as they traveled, the distance, the journey, like it shakes them a lot. It makes them not to, like, the journey disturbs them a lot. So the anti-stress is to calm them. And also the anti-stress contains vitamin also. That is also going to boost their appetite and to boost their system. So that let they eat and drink water and they should be calm, so that we should minimize the losses just from traveling. But as you can see, we had some losses today. You see, we had like 6 losses today. But they came that they were already dead, and some of them came that they were already about to die, so there could nothing that we could do about it. But still, it's still losses. Nous avons aussi parmi notre personnel du personnel stagiaire qui font l'enseignement supérieur. My name is Bumenang Cynthia Iwebi. I'm from St. Louis University Institute, precisely from the Department of Agriculture in Animal Production.
I've been here since the 28th of December. That's when we came in here. And since then, we have been working. I started working in the poultry up there. That's where we have to feed the birds every morning and every afternoon from 6 o'clock in the morning. And then in the afternoon, we have 3 p.m. And then this week, I'm in the piggery. Like, I'm going to feed the pigs and then wash them, clean their droplets every morning, and then feed them in the afternoon. I feel okay here because one thing is I'm in the Department of Animal Production, and here there are animals everywhere, like the fisheries, the poultry, and the piggery. So I really feel comfortable because it is what I'm doing in school and I can find it here. So it will help me to gain more skills in taking care of the animals and how to bring them up. The reason I choose animal production is because through animals, you can add the income of the Cameroon's economy, like the sales of the poultry, sales of fishes, sales of piggery. At least it's adding income into the Cameroon's economy. And then it's one of our needs, like we cannot eat without meat, so we always need it. After my studies, I wish I would be able to have my own enterprise. I will be able to manage the birds, if possible, pigs and fish of my own. I'm studying agriculture and I'm to do HND. I'm writing HND this year, and in HND we don't differentiate. We do both animal production and agronomy. I am an agronomy student, but here I decided to come here because I wanted to gain skills in both agronomy and in animal production. So that's why I am here. I feel so good because I have learned a lot what I did not know how to do. I can now, like, at first I could not hold the birds, but now I find myself doing it and I'm okay. I wish to have my own farm, a big farm that is an integrated farm, both animals and crops after this. Je suis étudiant en deuxième année à l'Institut universitaire Saint-Louis de Bonabéry. Je suis dans la faculté d'agriculture et technologie en cursus BTS licence, production animale. Présentement, je suis là pour mon BTS, un stage agro-industriel d'1 mois. J'ai choisi cette filière parce que tout petit, mon père était un passionné en agriculture et en élevage. Et donc, en vivant avec lui, nous avons commencé à étudier les différents systèmes d'élevage et étudier ces animaux, en fait. Et là, donc, nous avons aussi commencé un petit quelque chose avec des porcs. Et au fur et à mesure, c'est là que j'ai pris goût. Et donc, après mon bac, j'ai décidé d'intégrer la faculté d'agriculture. Il y a tellement de choses à apprendre, il y a tellement de choses à découvrir. Et donc, c'est pour ça que je suis là. They are here to learn, and I make sure that they acquire all the knowledge that they need in order to go and defend themselves. Dans notre environnement, ils ont de quoi apprendre pour leur formation. Donc, nous essayons aussi. J'ai oublié vraiment ce volet parce que Dibon-Barry, quand même, a une école d'agriculture. Et je que si ce projet prend corps, ce sera aussi un terreau pour eux pour apprendre le métier et aller pouvoir se développer. Bon, pour le moment, nous utilisons des moyens rudimentaires pour chauffer, mais à l'avenir, quand on aura des moyens, on va passer à... Il y a des systèmes avec du gaz. On fera du biogaz sur place. Ça fait partie des innovations, enfin, de notre plan d'aménagement. Comme les mères poules couvrent leurs poussins, les chauffent, nous remplaçons par ça. Donc ils viennent là, ils se chauffent, après ils repartent. C'est le système D qu'on utilise dans beaucoup de fermes. Moi, je l'ai fait à l'époque quand j'aidais mon papa. Et voilà. Mais c'est sous réserve que je puisse innover avec du biogaz et des appareils qu'il faut. Nous avons regardé globalement le marché des poulets. Et
Je peux vous dire qu'on n'arrive pas, malgré la bonne volonté des éleveurs, à couvrir les besoins locaux. Et je puis vous dire, au risque de me tromper, qu'il y a des moments où il y a des gens qui obtiennent des licences d'importation de poulet sur le marché. Bon, avant, il y en avait beaucoup. Aujourd'hui, l'État a essayé de faire un maximum pour que ce phénomène soit, à défaut d'être banni, diminué au strict maximum, au strict minimum. La deuxième phase de ce projet, c'est d'être industrialisé. C'est-à-dire, quand je mets une bande en production, je n'ai aucune inquiétude quant à la vente. Je fais quoi? J'ai une unité d'abattage. À la sortie, là, on fait des conditionnements, on met en chambre froide et on distribue au fur et à mesure des besoins. Ça, c'est une façon, c'est comme ça que les gens qui exportent, les pays qui exportent, se comportent et distribuent. Mais si nous restons toujours dans le système poussin, 45 jours, quel que soit le cas, on sort. À perte ou dans l'autre sens, ça doit sortir. Il faut avoir des systèmes de stockage, les enfants étant derrière, étant en train de suivre ma distance, je crois qu'ils pourront le faire au cas où je ne peux pas. Sauf si, par extraordinaire, j'ai une subvention comme j'entends souvent dire. Sur l'investissement global, on est autour de 500 millions. Pour le moment, c'est essentiellement sur fonds propres. À chaque fois que j'ai pu solliciter les retours, je n'ai pas eu de retour. Après avoir mis tant d'argent, on ne peut pas être découragé, sinon on transforme en ce que font tout le monde, les bâtiments pour louer, les chambres à louer, quoi. Ce que je ne souhaite pas, parce que j'ai aussi une passion pour l'élevage, vraiment. Je souhaite pouvoir y arriver. On s'entend très bien par rapport au fait que chacun il me laisse la possibilité de lui offrir ce que j'ai à dire par rapport à certains travaux qu'il a à faire. C'est vrai que sur le plan technique, je ne suis pas vraiment calée, mais sur le plan administratif, oui. Donc j'ai mon mot à dire, je lui fais des propositions auxquelles il adhère parfois, et parfois oui, bon, il rejette aussi, et il veut que ça se passe tel qu'il a dit. Bon, à la fin de compte, ça donne toujours le résultat escompté. Donc, c'est un peu ça, la complicité qu'il y a entre nous, encore l'échange, le partenariat professionnel, en fait, que nous entretenons ensemble. Je m'occupe à peu près de la commercialisation de ce qui est produit au niveau de la ferme et de temps en temps également les approvisionnements. Voilà ce que je fais effectivement vis-à-vis de la ferme. Donc, au bureau ici, c'est juste un passage, le temps pour moi d'organiser les achats, d'organiser les ventes, mais je passe plus de temps à la ferme. On est obligé, moi particulièrement, d'être là tout le temps pour veiller à ce que les tâches qui ont été attribuées soient faites et de la bonne façon. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté également, c'est au niveau des entrants. Tout ce qu'on achète pour nourrir les bêtes, les coûts sont de plus en plus élevés et trouver des fournisseurs qui nous donnent des prix qui pourraient à peu près nous arranger est de plus en plus difficile. On est très souvent obligé d'aller un peu plus loin pour pouvoir trouver les différents entrants, le maïs, le soja. On est obligé d'aller un peu plus loin pour pouvoir trouver sur le marché ici, c'est à Douala particulièrement dans la zone de Bonabéry, puisque ça nous faciliterait les choses en coût de transport. Mais là, on est obligé de commander
de temps en temps hors de Douala et ça nous revient cher. Je prends le cas de l'aliment. Avant que les Allemands ne finissent, on déclenche tout de suite une opération de livraison de la suite, de façon à ce qu'il n'y ait pas de... Deuxième chose, on ne peut pas faire un gros stock d'aliments parce que c'est au risque que ça se gâte. Nous stockons en fonction de l'utilisation. Quand il arrive à la ferme et que peut-être qu'il n'a pas tous les faits par rapport à quelque chose qui s'est passé, il peut vous prendre de haut. Et si vous n'avez pas un tempérament assez posé, vous pouvez vous énerver. Mais une fois vous allez vers lui et que vous réussissez à lui faire comprendre très humblement, il revient souvent sur sa prise de décision. Je souhaite au maximum travailler avec des gens en qui j'ai totalement confiance. Les confiances partielles, je n'aime pas. Ça, c'est ma basse-cour, où je vais développer un élevage traditionnel. Ça s'appelle la basse-cour, où vous allez trouver des coqs et des poules qui font des œufs, en fait, un élevage traditionnel comme nous le connaissons tous dans nos villages où on a passé notre enfance. Donc, vous avez les canards, les coqs et les poules. Donc, je veux développer ça de façon à ce que, au bout d'un an, qu'il n'y ait aucun espace ici pour l'être. Quand tu veux passer, tu marches sur les poulets pour passer. Donc, dans le même espace, j'ai des silures qui vivent pratiquement comme dans les étangs, comme on connaît dans nos villages. Il y a des étangs ou des silures où on fait parfois, on barre pour les récupérer et tout. C'est ça que j'ai développé ici. Et les silures qui sortent ici sont un peu plus gros et sont un peu plus... une chair beaucoup plus meilleure que ceux d'élevage classique. Dans notre plan de travail, nous devrions pouvoir avoir tous les 6 mois à peu près entre 500 et 600 porcelets qu'on devrait pouvoir engraisser ici et les sortir. Donc une capacité d'à peu près 1200 porcs par an. Encore une fois, c'est un problème de moyens. À un moment, j'ai été un peu enthousiaste. Le ministère de l'élevage nous a saisi. Ouais, on peut vous donner des truies. Comme si vous avez des bâtiments appropriés pour les recevoir et tout. Mais la demande a été faite, mais elle est restée l'ordre de lettre morte jusqu'aujourd'hui. Ça c'est une partie de mes demandes qui me choque un peu. Moi, j'ai rien demandé à personne. On vient me dire c'est faisable. Après, vous attendez 1 an, aucune suite. Je préfère utiliser mon énergie, aller chercher 10 francs et faire avec 10 francs. En attendant le jour, j'aurai 100 francs personnels pour le faire. Parce que si vous devez aller 10 fois dans un bureau et voir les gens 3 fois, c'est pas la notion de temps. C'est quand même quelque chose d'assez important. Donc, je me décourage pas. Il me faudrait là-dedans à peu près une 60aine de truies afin d'atteindre mes objectifs. J'ai quelques animaux là-dedans que j'essaie de faire reproduire, la reproduction. Donc voilà par exemple une truie qui a mis bas, on l'a sevrée et les animaux sont dans les autres loges. Aujourd'hui, on ne fait plus les bacs pour mettre de l'eau, quoi. Ils ont des robinets au mieux. Quand ils ont soif, ils vont eux-mêmes se servir. Les porcs sont des animaux très sensibles. Donc, il faut les suivre pratiquement minimum 2-3 fois par jour. Savoir s'il n'y a pas de problème, leur apporter des traitements nécessaires et suivre très bien leur aliment, surtout à partir de la composition.
On a réussi quand même à avoir 14 fruits. On espère qu'à la prochaine portée, ça nous donnera quand même assez de bêtes. Et en porcelaine, nous avons à peu près une vingtaine en porcelaine. Parce que je mets les mâles totalement de côté. Parce que donc, si on a les 14 plus les 20, ça fait quoi? 30. Bon, jusque-là, on aura. Il va falloir que les 16 la produisent, qu'on récupère encore des femelles, avec tous les risques que ça entraîne derrière, et l'énergie et le temps qu'on perd. Pour le moment, je me suis donné la discipline de venir trois fois à la ferme, 4 fois quand c'est nécessaire, si on reçoit des bêtes, s'il y a des situations délicates. Si on a trouvé un peu d'argent pour faire certains travaux d'aménagement, à ce moment-là, je viens avec les équipes, je leur explique ce qu'ils ont à faire et tout. Donc, je peux me retrouver en train de venir 4 fois à la ferme, parce que nous sommes sur 2 stades. Finir les bâtiments qui ne sont pas terminés, se battre pour la croissance des bêtes afin d'atteindre les objectifs de production fixés. Je vous ai dit, pour les poulets, c'est entre 16 et 20 000 par portée. Pour les porcs, c'est dans les 600 porcs tous les 6 mois. Donc, pour atteindre ces objectifs, il faut s'organiser, sauf à avoir des moyens directs pour agir. Donc, quand on s'organise avec les petites recettes qu'on a, c'est pas toujours facile. Mais bon, comme on dit, il faut croire à ce qu'on fait. C'est très important. Si vous n'y croyez pas, c'est même pas la peine de commencer. J'aime beaucoup les bêtes. Je peux vous dire qu'un de mes plaisirs, après, quand je sors de la ferme, quand j'ai pu faire un tour, parce que c'est pas toujours que quand je visite, par exemple, la porcherie, je suis tout le temps en train de les caresser, moi, je peux vous dire sincèrement, j'ai parfois du mal à savoir qu'il y a une bête qui est sortie de là et que je n'arrive pas à manger. Voilà. J'aime les bêtes en général. J'ai toujours aimé l'élevage depuis mon enfance. Mais bon, comme c'est aussi quelque chose de lucratif, pourquoi pas? Je suis déjà content d'avoir fini ce bâtiment qui était... Quand vous parlez d'investissement, ça a été un investissement. Et tous les bâtiments sont connectés à une fosse pour traiter les déchets. Les regards que vous voyez sur le sol, quand on nettoie une loge, l'eau passe par un tuyau qui renvoie dans le regard. Le regard renvoie dans un tuyau central qui renvoie vers la fosse. Et de la fosse, nous avons conçu la fosse avec un système de décantation, un peu comme les fosses septiques. Voilà. Et quand c'est plein, nous amènerons un camion vidange pour vidanger. Voilà. Donc nous travaillons comme ça et ça fait partie de nos exigences de propreté. Tous ces regards n'ont pas été faits comme j'avais demandé. J'étais absent, j'étais malade. Normalement, ça doit avoir ce que nous appelons une feuillure pour pouvoir poser une dalle qui reste vraiment à l'horizon. Quand on marche dans le couloir, que quelqu'un n'ait pas le risque de rentrer. Bon, ça, c'est des détails qu'on va corriger très rapidement en attendant d'atteindre nos objectifs de production. Après avoir mis tous ces bâtiments, je n'avais plus d'argent du tout. Donc, c'est des bâtiments qui étaient là dans la friche parfois. Il fallait se faire violence pour essayer de nettoyer un peu, pour diminuer le nombre de serpents qui passaient autour. Donc, je me suis rapproché du ministère de l'élevage dans la délégation de Douala, je suis pas allé à Yaoundé, qui m'ont dit qu'il y avait des projets Prodel pour l'élevage des poulets et un autre projet sur le secteur de la porciculture. J'ai fait les demandes d'usage
avec tous les documents nécessaires, mais malgré certains avis favorables, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu de soutien de quelque nature que ce soit. Je suis toujours resté attaché au monde rural, toujours à chaque fois que je peux, mais le rêve que je voulais faire de créer une ferme, je suis content de l'avoir fait, même si c'est un accouchement difficile, mais bon, je suis content de l'avoir fait et j'espère pouvoir la développer. J'ai quand même mes enfants qui me donnent un coup de main dans le processus. Et ils sont aujourd'hui grands, c'est plus des gamins, ils travaillent pour la plupart. Voilà, donc ils soutiennent le projet, parce que de toute façon, moi je dis pas que je m'en vais, mais je suis finissant. Il faut aimer ce qu'on fait. Être un bon fermier, c'est déjà de le faire par amour, par passion, et d'avoir du temps pour ce travail-là, pour les animaux, d'aimer les animaux. L'autre ambition que j'ai, c'est si Dieu le veut, c'est de pouvoir passer à la phase industrielle. Poulet, pouvoir faire les abattages réguliers, à terme, les conditionner et distribuer. Au cours de ces abattages, faire des packages par qualité, c'est-à-dire, je prends un exemple, les pâtes à part, les ailes à part, etc. Faire une unité pour fumer le poulet. Pour ce qui est du poulet, pour le moment, c'est ce que je pense faire. En ce qui concerne le porc, pouvoir faire de la charcuterie derrière. Dans tout ce que je pourrais faire comme charcuterie, que je puisse le faire. Peut-être pas une grande unité au départ, mais avoir une unité de charcuterie, peut-être qui va grandir au fur et à mesure. Derrière, maintenant, reprendre la production, la doubler, passer de 1200 ans, peut-être à 3000. On a prévu de l'espace supplémentaire pour ça, donc faire d'autres bâtiments, etc. I can tell my boss is that I really thank him for this opportunity that you have given to me and the workers that I've put in place for them to work in this farm also. Yeah, it helps a lot of people, and also animal production is one of the business that is going on right now that I can say is booming. So, and really is into it, and he has really put his mind and everything into it. So all I can say is just thank him for the opportunity that you have given and the trust that he has put onto me. Qu'est-ce qu'il peut bien dire? Qu'il augmente les salaires, voilà. Et qu'il me donne des congés. Ce que je pourrais dire, c'est vrai qu'il écoute, mais de l'appeler à écouter plus et surtout à faire un peu plus confiance, parce qu'il a du mal à faire confiance. Qu'est-ce qu'un employé peut dire d'autre? Sinon que il faut payer plus. Moi-même qui suis dans l'activité, si je peux faire une facture, si j'ai des justificatifs pour augmenter ma facture, je le ferai, quitte à ce que mon partenaire me dise non, je ne peux pas pour telle ou telle raison. Donc, elle est dans son droit, elle est dans son rôle. Ben, vous ne pouvez rien faire sans faire confiance, autrement vous allez tout faire vous-même. Donc, vous êtes obligé, à défaut de faire une confiance totale, d'avoir un minimum de confiance. Ceci passe par les hommes avec qui vous travaillez. Vous devez à chaque fois mesurer le degré de confiance de chaque individu en face de vous.
de chaque personne avec qui vous travaillez. Et ça, en fonction de cette confiance, du degré de confiance que vous lui donnez, oui, vous orientez vos actions vers cette personne sur cette base-là. C'est-à-dire que vous pouvez lui faire confiance à 100%, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une opération qu'il doit mener, vous lui donnez la charge, si c'est financier, vous la lui remettez et il vous rend compte. Mais ceci n'empêche pas à chaque fois de jeter un coup d'œil de contrôle qui peut être un contrôle dans le fond ou un contrôle superficiel. Moi, ce que j'apprécie, c'est la convivialité avec les gens avec qui on travaille. Même si vous êtes le super patron, vous devrez pouvoir être convivial avec votre personnel. Ça laisse un climat de, comment dirais-je, l'employé se sent en confiance avec vous. Il peut vous parler. Quand vous travaillez avec des employés qui, dès qu'ils vous voient, ils ont peur, ça, ce type de patron, je ne supporte pas. Ça, je ne veux et je ne souhaite jamais l'être et je me suis toujours battu pour ne pas l'être. Il faut travailler avec les gens, il faut les respecter. Chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. Il faut faire avec. Parce que dans tous les cas, vous n'aurez jamais quelqu'un qui répond à 100% à ce que vous faites. Chaque parent travaille et vit pour sa progéniture, ses enfants. Et chaque parent, à chaque instant de sa vie, se pose toujours la question de savoir: mes enfants, qu'est-ce qu'ils sont? Que font-ils dans la vie? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce que pourrait éventuellement être leur vie sans moi quand je ne serai pas là? Qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, je pense que quand on se pose toutes ces questions, la réponse évidente, c'est qu'on laisse quelque chose. Si on peut, ce n'est pas... Ça peut être le simple fait de les avoir élevés, de les avoir envoyés à l'école. Et si Dieu le veut, qu'ils travaillent comme les miens, qu'ils soient autonomes, c'est déjà un legs. Si au-dessus de ça, on peut faire autre chose, je pense que c'est un bonus. Et tout ce que je fais, ce que je souhaite, c'est que si je ne suis pas là demain, qu'ils puissent continuer, qu'ils puissent entretenir ce que je laisse. Mon souhait, c'est que les enfants rentrent, nous on les envoie à l'école pour qu'ils rentrent. Moi, j'avais toutes les opportunités. Quand j'ai fini de rester en Europe, j'ai refusé catégoriquement. Et je vais vous dire, à notre époque, quand un Camerounais prenait la nationalité française, là, il cachait. Hein. Nous étions tellement fiers, tellement orgueilleux, tellement... Nous étions respectés. Donc, on n'avait vraiment pas envie de s'expatrier. Aujourd'hui, la vie est différente. Je souhaite, du fait qu'on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, leurs enfants peuvent avoir des difficultés pires que ce qu'eux, ils ont eu, dont nous étions obligés de combler. Parce qu'on a pu le faire, il y en a qui n'ont pas pu le faire. C'est pas faute de vouloir, il ne faut pas les en vouloir non plus. Donc, ils ne savent pas quelles difficultés leurs enfants peuvent avoir. Et comme eux, ils ont déjà leur pain quotidien, leur intérêt serait de maintenir au moins ce patrimoine qui peut servir à leurs enfants ou aux enfants de leurs enfants. This is our first batch. Yeah, so far. So that's how we do the market. So these are the little ones that are left. So we're going to... Le Cameroun gagnerait à implémenter effectivement sa politique de dynamisation des PME qui exercent dans l'agropastoral. C'est valable pour d'autres, mais comme on parle de ce secteur, parce que l'expression tous les jours utilisée d'être le moteur de l'Afrique centrale, de ci et de ça, aurait pu être vraiment beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus valorisée si
tous ces secteurs étaient valorisés parce qu'on aurait été capable de distribuer partout. Déjà, pour nous-mêmes, parce que même pour nous-mêmes, on n'est pas autosuffisant dans ce secteur, mais on aurait pu, au-delà de nous-mêmes, pouvoir distribuer. Je vais peut-être vous surprendre. Nous, on a toujours tendance d'aller au Gabon, d'aller en Guinée équatoriale. Mais qu'est-ce que vous... Je les en veux pas, ils sont comme ça. Qu'est-ce que vous faites avec 600 millions de pouvoir d'achat, 600 000 âmes de pouvoir d'achat? Un pays comme le Cameroun doit chercher 100 millions d'habitants de pouvoir d'achat. Le Nigeria. On aurait pu être un fournisseur du Nigeria en matière agro-pastorale. Ils ont les besoins. Pas de courir au Gabon. C'est de l'ambition de basse échelle, quoi. Excusez-moi, mais je dis pas que c'est pas une chose à faire, mais c'est pas notre niveau. Notre niveau, on devait commencer à discuter de notre niveau en étant capable de distribuer dans un pays comme le Nigeria, comme la RDC. Le président de la République a mis en place toutes les structures qu'il faut. Ça, personne ne peut le nier, sauf à vouloir être de mauvaise foi. Mais à contrario, l'application de la mise en place de ces structures est tellement mauvaise qu'elle n'atteint pas les objectifs. Elle n'atteint pas les cibles. Elle n'atteint pas... Les gens ne peuvent pas s'improviser agriculteurs. Les gens ne peuvent pas s'improviser éleveurs. Les gens ne peuvent pas s'improviser ingénieurs des travaux publics. Il faut aller vers les cibles. Il ne faut pas que dès que vous avez un carton de dépenses, vous allez appeler votre frère au quartier, vous dites, écoute, il y a une chemise ici à livrer, va prendre ça chez le voisin, il s'en fout, il ne comprend rien à ça. Vous allez pouvoir le faire, certes, mais vous n'allez pas atteindre la cible. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur qui a sa librairie pour vendre ce document que vous livrez, a du personnel qui l'entretient, ce qui renvoie dans le pouvoir d'achat, a des impôts qu'il paye, ce qui renvoie dans le pouvoir d'achat, etc., etc. Mais quand on fait comme on fait là, on tue l'économie. La preuve, tous les financements que le président de la République a signés, même avec les organismes internationaux, n'est pas les résultats. Un jour ici, on nous a dit ouais, il y a 300 porcs de souche de bonne qualité qu'on va distribuer aux éleveurs qui ont des bâtiments bien organisés, avec un peu le style de ce que... On a postulé, mais on n'a jamais rien eu. Bon, peut-être que... Je ne dis pas qu'il fallait me donner, mais il faut donner aux gens qui sont capables de s'en occuper, qui ont les structures fiables pour le faire. Il ne faut pas dire, cousin, il y a des porcs de bonne qualité là, essaie de construire un petit truc là. Je prends même 2 dedans, je te donne, tu te démerdes avec. Il faut qu'on arrête cette politique-là, ça ne marche pas. Ça n'a pas fait ses preuves. Prenez tout ce quoi le président de la République a décidé de financer. Maïs, c'est pas moi, élevage, manioc, et j'en passe. Vous voyez le bilan vous-même dans la société. Donc il faut changer de fusil d'épaule. Tant que nous n'aurions pas le culte du rendre compte, c'est-à-dire une structure, fût-elle le Prodel, le ministère de l'élevage ou je ne sais pas qui, un cahier de charges qu'on respecte. Et derrière ce cahier de charges, on fait un bilan, c'est-à-dire j'ai touché tel nombre d'éleveurs, voilà en 6 mois leur production, voilà en 1 an leur production, etc., etc. Voilà les installations qu'ils ont mis en place. C'est ça le rendu de ce que tu as engagé. Mais si on n'a pas ce rendu-là,
on ne va jamais avancer. On ne va jamais avancer. Et ce n'est pas des centaines de mille, c'est des milliards à chaque fois. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. 2, il faut toujours diagnostiquer ton mal. Même si ça te fait mal de diagnostiquer que ton mal te fait mal, il faut quand même le faire. Tu finiras par y trouver une solution. Mais tant que tu ne le diagnostiques pas et que c'est comme quelqu'un qui a des soucis et qui boit de la bière tous les soirs pour dormir, il noie ses soucis dans la pièce, ça ne marchera pas. Donc, on continuera toujours de parler des problèmes qui nous minent, des problèmes qui nous concernent, et un jour, on trouvera toujours des solutions. Moi, je suis pas du genre à me décourager. Donc, du coup, je pense que il faut pas qu'on se décourage, il faut pas qu'on pense que tout est perdu. Nous avons ce qu'il faut pour être leader. Nous avons tout ce qu'il faut pour être leader, dans tous les domaines. Si on n'est pas rêveur, c'est qu'on est mort. Il faut continuer de rêver. Il faut continuer de croire. Il faut être persévérant et endurant. Sinon, on n'y arrivera pas. Et faites attention aux raccourcis, parce que ça vous rattrape.